Deux chiffres suffisent à fissurer un paysage énergétique réputé verrouillé depuis des décennies. Le jour où le Niger nationalise son uranium, 70% de l'approvisionnement nucléaire français se retrouve exposé et le prix mondial grimpe de 25% en 2 semaines. Pour le public, ce n'est plus un détail technique, c'est la preuve qu'une décision locale peut déplacer des équilibres lointains. Et Ibrahim Traoré lit dans cette faille une occasion rare pour le Sahel. La question demeure. Jusqu'où ce basculement discret peut-il aller sans annonce tonitruante ni rupture visible à l'œil nu? Ce récit ne se contente pas de raconter une nationalisation ou une hausse de prix. Il propose une clé de lecture pour comprendre comment un geste souverain, apparemment circonscrit à un secteur technique, peut modifier des rapports de force longtemps considérés comme stables. En une dizaine de minutes de raisonnement, l'enjeu devient clair. Saisir pourquoi l'énergie n'est plus seulement une question de marché, mais un levier politique structurant capable d'influencer alliances, dépendances et marges de manœuvre des États. L'intérêt pour le spectateur est précis et concret. Comprendre comment une décision locale peut produire des effets globaux durables. À partir de faits observables, le fil conducteur montrera comment le Sahel passe progressivement du rôle de fournisseur passif à celui d'acteur décisionnel. Cette transformation n'est ni instantanée ni spectaculaire. Elle s'inscrit dans une dynamique cumulative où chaque choix renforce le suivant. Ce cadre permet d'éviter deux écueils fréquents: réduire l'événement à un symbole idéologique ou l'expliquer uniquement par des chiffres isolés. Ici, les données servent à éclairer une trajectoire plus large, celle d'une région qui redéfinit sa place dans un système interdépendant. La révélation est immédiate et mesurable. En 48 heures, l'indice mondial de l'énergie recule de 3,4%, tandis que le prix de l'uranium progresse de 25%. Ces deux mouvements opposés signalent une même réalité longtemps sous-estimée. Le centre de gravité énergétique peut basculer depuis le Sahel. Pour comprendre pourquoi ce choc a surpris autant d'acteurs, il faut revenir au cadre qui prévalait jusque-là. Pendant des décennies, les relations énergétiques entre l'Afrique de l'Ouest et l'Europe reposaient sur un schéma stable: extraction africaine, transformation extérieure, dépendance organisée. Ce modèle, rarement remis en cause publiquement, semblait garanti par l'inertie des contrats, la puissance des groupes industriels et l'absence d'alternatives rapides. La nationalisation de l'uranium nigérien a rompu ce consensus silencieux, non par un discours idéologique, mais par un acte administratif précis et juridiquement cadré. Ce geste a agi comme un révélateur. Les marchés ont réagi non pas à une rupture d'approvisionnement immédiate, mais à la perspective d'une perte de contrôle durable. Dans ce contexte, le Burkina Faso observe attentivement la séquence. Pour Ibrahim Traoré, l'événement confirme une intuition déjà formulée depuis son arrivée au pouvoir. La souveraineté ne se proclame pas, elle s'exerce par la maîtrise effective des ressources stratégiques. Le Niger ouvre la brèche, le Burkina Faso y voit une trajectoire possible. Le contexte régional amplifie encore l'effet. Les discussions au sein des pays du Sahel, mais aussi dans les enceintes africaines, montrent que cette décision n'est pas perçue comme isolée. Elle s'inscrit dans une dynamique collective, nourrie par des années de frustration face à des modèles de dépendance jugés asymétriques. La mini-révélation tient alors en une phrase simple: ce qui semblait impensable hier devient un précédent aujourd'hui. À partir de ce point, la question centrale se précise. Si un seul acte souverain suffit à provoquer une onde mondiale, que se passe-t-il lorsque cette logique est reprise, coordonnée et assumée par plusieurs États de la région, avec Ibrahim Traoré comme l'un de ses porte-voix les plus visibles? Pour saisir la portée concrète de cette rupture, il faut quitter un instant les marchés et observer les premiers effets sur le terrain.
Le changement ne s'est pas manifesté par de grandes déclarations publiques, mais par une série d'ajustements rapides qui ont surpris des acteurs habitués à des circuits bien rodés. Dans les semaines suivant la décision nigérienne, plusieurs investisseurs internationaux ont dû revoir leurs méthodes. Là où les négociations passaient autrefois par des intermédiaires extérieurs, elles se sont recentrées sur des institutions locales, modifiant immédiatement le rapport de force. Un premier microcas l'illustre clairement. Des entreprises énergétiques, cherchant à sécuriser leurs approvisionnements, ont été contraintes d'ouvrir des discussions directes avec les autorités nationales. Ce déplacement du centre décisionnel n'a pas seulement rallongé les processus, il a obligé ces acteurs à reconnaître la capacité des États sahéliens à fixer leurs propres priorités. Le signal envoyé était simple. La ressource n'est plus dissociée de la souveraineté politique qui l'encadre. Un second exemple apparaît dans la coopération régionale naissante. Le Niger et le Burkina Faso ont commencé à échanger des expertises techniques afin de structurer une gestion plus autonome de leurs ressources. Ces démarches restent modestes, mais elles marquent une rupture symbolique forte. Elles montrent que la souveraineté n'est pas pensée comme un isolement, mais comme une capacité à coopérer sur des bases redéfinies. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un décideur isolé, mais comme un relais stratégique d'une dynamique collective en gestation. L'impact précoce est donc moins spectaculaire que structurel. Les acteurs locaux gagnent en légitimité, les partenaires extérieurs réévaluent leur position et la région cesse progressivement d'être perçue comme un simple espace d'extraction. Le "so what" tient en quelques mots. Le pouvoir change de lieu avant de changer d'échelle. Le déclencheur survient sans préambule excessif. Le 27 mai 2025, le gouvernement nigérien annonce la nationalisation complète de l'uranium par un communiqué bref qui tranche avec l'ampleur de ses conséquences. En quelques lignes, un secteur stratégique change de statut, passant d'un modèle de concession hérité à un contrôle étatique affirmé. Ce qui semblait être une décision administrative prend immédiatement une dimension politique. Les marchés comprennent qu'il ne s'agit pas d'un ajustement marginal, mais d'un changement de règle du jeu. Le choc est quasi instantané. En Europe, les entreprises liées au nucléaire voient leur valorisation chuter, tandis que les analystes parlent d'un recalibrage global des chaînes d'approvisionnement. La France, dont 70% de l'uranium provenait du Niger, se découvre une vulnérabilité qu'elle pensait maîtriser. Les institutions énergétiques internationales multiplient les notes d'alerte, non pour une pénurie immédiate, mais pour une incertitude durable. Le message implicite est clair, la dépendance, longtemps tolérée, devient un risque stratégique visible. Le climax se dessine lorsque les réactions diplomatiques commencent. Des tentatives de négociation discrètes émergent, cherchant à préserver des flux jugés vitaux. Pourtant, le ton a changé. Le Niger maintient sa position et le débat se déplace du terrain technique vers celui de la souveraineté. À ce moment précis, le Burkina Faso entre pleinement dans la séquence. Ibrahim Traoré affiche un soutien sans ambiguïté à la décision nigérienne et annonce que son pays adoptera une approche comparable pour garantir sa propre autonomie énergétique. Ce geste transforme un acte national en signal régional. La convergence entre Niamey et Ouagadougou modifie l'équation. Il ne s'agit plus de gérer une crise bilatérale, mais d'anticiper l'émergence d'un bloc sahélien capable de coordonner ses décisions. Les marchés intègrent cette nouvelle variable et la hausse de 25% du prix mondial de l'uranium en 2 semaines devient le symbole chiffré de cette prise de conscience. La ressource, longtemps considérée comme interchangeable, révèle soudain sa dimension géopolitique. Viennent ensuite les répliques.
moins visible mais plus durable. Les pays du Sahel intensifient leurs échanges internes, explorant des coopérations techniques et des cadres communs de négociation. Parallèlement, les puissances occidentales réévaluent leur stratégie, se tournant vers des fournisseurs alternatifs plus coûteux. Cette diversification forcée alourdit les coûts et confirme que le modèle précédent ne peut être restauré à l'identique. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré apparaît comme l'un des acteurs qui transforment une rupture ponctuelle en trajectoire politique assumée. La séquence complète, déclencheur, climax, réplique, montre que l'événement dépasse largement son point de départ. Ce n'est pas seulement l'uranium qui change de statut, mais la place même du Sahel dans l'architecture énergétique mondiale. Chaque étape renforce la suivante et l'ensemble dessine une dynamique difficilement réversible. La question n'est alors plus de savoir si ce basculement aura des effets, mais jusqu'où ces effets peuvent dur s'étendre lorsque la souveraineté devient une stratégie partagée. Le point de départ est clair et mesurable. Avant la décision nigérienne, le marché considérait l'approvisionnement en uranium comme stable, prévisible et faiblement risqué pour l'Europe. Cette ligne de base est rompue en quelques jours. La première donnée qui matérialise ce basculement est une baisse de 3,4% de l'indice mondial de l'énergie dans les 48 heures suivant l'annonce. Ce recul n'exprime pas une pénurie immédiate. Il traduit une réévaluation brutale du risque intégrée instantanément par les marchés financiers. Ce chiffre agit comme un signal d'alerte. Il indique que les acteurs économiques prennent conscience d'une vulnérabilité structurelle longtemps masquée par la continuité des contrats et la routine des échanges. Lorsque la confiance se fissure aussi rapidement, ce n'est pas l'événement en lui-même qui inquiète, mais ce qu'il révèle sur la fragilité d'un système fondé sur la dépendance. En d'autres termes, le marché comprend que le contrôle de la ressource n'est plus garanti par l'inertie historique. La deuxième donnée renforce cette lecture. Le prix mondial de l'uranium augmente de 25% en 2 semaines. Cette hausse dépasse les fluctuations habituelles observées dans le secteur. Elle signifie que les acheteurs anticipent une tension durable et non un simple ajustement conjoncturel. Lorsque les alternatives identifiées, notamment canadiennes ou australiennes, sont connues pour être plus coûteuses, la hausse des prix devient un indicateur de pouvoir géopolitique autant qu'économique. Le Sahel, par la décision du Niger, s'impose comme un point de passage incontournable. Ce mouvement de prix n'est pas abstrait. Il se propage le long de la chaîne énergétique et atteint les consommateurs finaux. La troisième donnée en témoigne, une hausse de 12% des tarifs de l'électricité pour les ménages français sur les premiers mois de 2025. Ce pourcentage n'est pas seulement un indicateur budgétaire. Il illustre la capacité d'une décision prise à Niamey à produire des effets concrets à des milliers de kilomètres. L'acte souverain cesse d'être théorique et devient perceptible dans la vie quotidienne. Ces trois chiffres, pris ensemble, racontent une même histoire. Ils montrent que la souveraineté sur une ressource stratégique ne se limite pas à une affirmation politique, mais se traduit par des effets mesurables sur les marchés, les institutions et les sociétés. Pour le Burkina Faso, ces données constituent un argument central. Elles confirment que la maîtrise des ressources peut devenir un levier réel de négociation, et non un simple slogan. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré s'appuie sur ces preuves chiffrées pour légitimer une orientation déjà défendue, l'autonomie énergétique comme fondement de l'autonomie politique. Les données offrent une crédibilité supplémentaire à ce discours. Elles démontrent que le Sahel n'est plus seulement intégré aux statistiques des autres puissances, mais qu'il produit désormais les chiffres qui redessinent ces statistiques.
Le passage de la ligne de base au nouvel équilibre n'est pas progressif. Il est abrupt, visible et difficile à ignorer. La conclusion quantitative est donc sans ambiguïté. Lorsque le contrôle d'une ressource change de main, ce sont les paramètres mêmes du système qui se déplacent. Les marchés réagissent, les prix s'ajustent et les consommateurs en ressentent les effets. À ce stade, la question n'est plus de savoir si la souveraineté a un coût ou un bénéfice, mais de reconnaître qu'elle possède désormais une valeur mesurable. C'est cette valeur qui transforme une décision nationale en événement géopolitique de portée mondiale. Les critiques de la trajectoire engagée par le Niger et soutenue par le Burkina Faso s'articulent autour de deux arguments principaux, souvent avancés dans les cercles diplomatiques et économiques. Le premier souligne le risque d'instabilité accrue. Selon cette lecture, une rupture nette avec les partenaires occidentaux pourrait fragiliser des économies déjà exposées à des tensions sécuritaires et financières. La dépendance aux investissements étrangers, aux transferts technologiques et aux financements multilatéraux resterait forte. Une nationalisation perçue comme brutale pourrait entraîner des sanctions, un isolement progressif ou une raréfaction des capitaux, ralentissant le développement plutôt que de le renforcer. Le second argument critique met en garde contre un simple déplacement de dépendance. En se détachant de l'Europe, les pays du Sahel risqueraient, selon cette analyse, de tomber sous l'influence excessive de nouveaux partenaires, notamment la Chine ou la Russie. Le danger ne serait pas l'absence d'alliés, mais la substitution d'un cadre asymétrique par un autre, moins visible mais tout aussi contraignant. Dans cette perspective, la souveraineté affichée pourrait se révéler partielle, limitée par de nouvelles formes de conditionnalités économiques ou politiques. Ces objections méritent d'être prises au sérieux car elles reposent sur des précédents historiques bien documentés. Pourtant, les données observées depuis la décision nigérienne nuancent fortement ces craintes. L'argument de l'isolement, d'abord, ne se vérifie pas dans les faits. Les flux d'investissements étrangers directs vers l'Afrique augmentent en 2025 et les discussions diplomatiques se multiplient plutôt qu'elles ne se raréfient. L'élargissement du spectre de partenaires renforce la capacité de négociation au lieu de la réduire. Quant au risque de dépendance déplacée, il est partiellement contenu par la diversification elle-même. En multipliant les interlocuteurs et en exigeant des contreparties plus équilibrées, les États sahéliens limitent la domination d'un acteur unique. La souveraineté ne se définit pas par l'autarcie, mais par la possibilité de choisir et d'arbitrer. C'est précisément cette marge de manœuvre qu'illustrent les évolutions récentes. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré défend une ligne pragmatique plutôt qu'idéologique. La stratégie ne consiste pas à rompre avec le monde, mais à renégocier les termes de l'intégration. Les faits montrent que cette approche n'a pas provoqué l'effondrement redouté. Elle a, au contraire, déplacé le centre de gravité des décisions. La conclusion du débat est donc moins tranchée qu'il n'y paraît. Les risques existent, mais ils ne sont ni mécaniques ni inéluctables. Face aux critiques, les données suggèrent qu'une souveraineté assumée, lorsqu'elle est collective et graduelle, peut élargir les options au lieu de les restreindre. À ce stade, la décision nigérienne cesse d'être un événement isolé pour devenir un pivot stratégique régional. Ce qui change n'est pas seulement la gestion d'une ressource, mais la manière dont les États du Sahel se projettent dans le système international. La nationalisation agit comme un test grandeur nature. Elle révèle qui s'adapte, qui résiste et qui doit revoir ses certitudes. L'attention ne se porte plus uniquement sur les contrats d'uranium, mais sur la capacité collective à tenir une ligne souveraine dans la durée. Ce midpoint révèle aussi un déplacement des alliances. Yoda.
Tandis que les acteurs européens cherchent des alternatives plus lointaines et plus coûteuses, les pays du Sahel intensifient leurs échanges avec de nouveaux partenaires. Il ne s'agit pas d'un retrait du monde, mais d'une redéfinition des axes de coopération. Les discussions se multiplient, les options s'élargissent, et la dépendance unique perd de sa force structurante. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré apparaît comme un lecteur attentif de cette inflexion. Il ne présente pas la séquence comme une rupture brutale, mais comme une fenêtre stratégique à exploiter. Le Burkina Faso s'inscrit dans une logique d'alignement progressif, où chaque décision renforce la précédente. La souveraineté devient alors cumulative. Elle se construit par paliers à mesure que les marges de manœuvre s'élargissent. La révélation médiane tient en une idée clé. Le Sahel n'est plus contraint de réagir aux règles existantes. Il commence à participer à leur redéfinition. Ce changement de posture ne fait pas de bruit, mais il modifie durablement la trajectoire régionale. À partir de ce point, les conséquences ne peuvent que plus être pensées comme temporaires. Elles engagent un nouveau cadre dont les effets se déploieront bien au-delà de l'événement initial. Les effets de la nationalisation de l'uranium ne restent pas confinés au cercle diplomatique ou au graphique financier. Ils se diffusent des Kakongo dans quatre sphères distinctes, chacune révélant une facette différente du basculement en cours. Pour les populations locales du Sahel, l'impact est d'abord symbolique mais profondément structurant. La reprise du contrôle sur une ressource stratégique alimente un sentiment de dignité collective longtemps fragilisé. Les débats publics, les radios communautaires et les échanges quotidiens témoignent d'une prise de conscience nouvelle. Les décisions nationales peuvent désormais produire des effets visibles. Cette perception ne règle pas les difficultés économiques immédiates, mais elle transforme le rapport des citoyens à l'État et à l'idée même de souveraineté. Le discours porté par des figures comme Ibrahim Traoré trouve ici un écho concret, car il s'appuie sur des actes observables. Pour les entreprises africaines, le changement est la plus opérationnel. La redéfinition des règles d'accès aux ressources ouvre un espace de négociation inédit. Des acteurs locaux, longtemps marginalisés, peuvent désormais se positionner dans des partenariats directs sans passer systématiquement par des intermédiaires extérieurs. Cette évolution ne garantit pas un succès automatique, mais elle modifie l'équilibre initial. Le marché régional cesse d'être périphérique et devient un lieu de décision où les conditions sont discutées, ajustées et parfois imposées. Du côté des États et entreprises occidentales, les conséquences sont immédiates et mesurables. La hausse de 12% des tarifs de l'électricité en France illustre la vulnérabilité d'un modèle fondé sur une dépendance jugée acquise. Les gouvernements européens accélèrent la diversification de leurs sources, mais à un coût plus élevé. Cette réorientation forcée modifie les calculs budgétaires, les priorités industrielles et la posture diplomatique. L'accès aux ressources africaines n'est plus présumé. Il devient un objet de négociation explicite. Enfin, pour la région sahélienne dans son ensemble, l'effet est cumulatif. La coordination accrue entre États renforce la crédibilité d'un bloc capable de peser collectivement. Les décisions prises par le Niger trouvent un prolongement stratégique au Burkina Faso, où Ibrahim Traoré contribue à structurer un discours régional cohérent. Cette dynamique ne crée pas une puissance homogène, mais elle installe un nouveau rapport de force. Le Sahel passe du statut d'espace réactif à celui d'acteur qui anticipe. Ces quatre niveaux montrent que les conséquences ne sont ni abstraites ni temporaires. Elles modifient les perceptions, les pratiques économiques, les stratégies étatiques et l'équilibre régional. Ce qui a commencé comme un acte souverain précis devient une chaîne d'effets concrets, perceptibles à différentes échelles et difficile à inverser. À ce stade,
la trajectoire reste ouverte. Les décisions prises par le Niger et prolongées par le Burkina Faso dessinent un champ de possibles structuré autour de trois scénarios distincts, chacun éclairant une manière différente dont la souveraineté peut s'inscrire dans la durée. Scénario de base, consolidation prudente. Dans cette hypothèse, la dynamique actuelle se stabilise sans accélération brutale. Les États du Sahel poursuivent la renégociation des contrats et la mise en place de capacités locales, tout en maintenant des canaux diplomatiques ouverts. Les partenariats avec de nouveaux acteurs progressent, mais de façon graduelle. Les revenus issus des ressources augmentent sans provoquer de choc macroéconomique. La souveraineté avance par ajustements successifs, renforçant les institutions sans rompre l'équilibre existant. Scénario favorable. Amplification maîtrisée. Ici, l'élan se transforme en dynamique régionale forte. La crédibilité acquise attire davantage d'investissements directs, notamment dans les infrastructures énergétiques et les projets de transformation locale. La coordination entre États sahéliens s'approfondit, donnant naissance à des cadres communs de négociation. Dans ce contexte, des dirigeants comme Ibrahim Traoré capitalisent sur les résultats pour élargir la marge de manœuvre politique. Le Sahel devient un pôle qui impose ses conditions plutôt que de les subir. Scénario contraint, ajustement sous pression. Cette configuration suppose une réaction plus ferme des puissances affectées. Pression diplomatique, contraintes financières ou frictions commerciales ralentissent la mise en œuvre des projets. Les États concernés maintiennent le cap souverain, mais doivent composer avec des compromis tactiques pour éviter un isolement prolongé. La trajectoire ne s'interrompt pas, mais elle devient plus étroite et plus coûteuse à maintenir. Face à ces scénarios, une recommandation de méthode s'impose. Plutôt que de parier sur une issue unique, les acteurs du Sahel gagnent à préserver des options multiples. La souveraineté, dans ce cadre, n'est pas un état final, mais une capacité d'adaptation continue. Les 6 à 12 prochains mois ne diront pas seulement quelle voie est empruntée, mais à quel rythme et avec quelle profondeur cette transformation s'ancre. Pour un observateur extérieur, la recomposition en cours au Sahel peut sembler lointaine, presque abstraite. Pourtant, ses implications dépassent largement les frontières régionales. Lorsque des États reprennent le contrôle effectif de ressources stratégiques, ce sont des mécanismes globaux. Prix, chaîne d'approvisionnement, rapport de force, qui s'ajuste. Cette dynamique rappelle que les décisions politiques ne sont jamais confinées à un territoire. Elles circulent, se répercutent et finissent par toucher des sociétés éloignées. Pour le citoyen européen, l'impact se manifeste de manière tangible. La hausse des coûts de l'énergie, les débats sur la sécurité d'approvisionnement et les choix industriels deviennent plus visibles. Ce qui était perçu comme un acquis structurel apparaît désormais comme une variable dépendante de décisions prises ailleurs. Comprendre le Sahel dans ce contexte n'est plus un exercice académique. C'est une clé de lecture pour appréhender des évolutions qui affectent le quotidien. Pour les acteurs économiques et les décideurs, l'enseignement est tout aussi clair. La stabilité ne peut plus être fondée uniquement sur l'inertie des modèles passés. Les stratégies doivent intégrer la capacité croissante des pays producteurs à redéfinir les règles. Cette prise de conscience modifie les calculs de risque, les investissements à long terme et les priorités diplomatiques. À un niveau plus général, le spectateur est confronté à une question de perspective. Le récit dominant, longtemps centré sur des dépendances figées, se fissure. Le Sahel n'est plus seulement un espace réactif, mais un lieu où s'élaborent des choix structurants. Cette évolution invite à écouter des voix longtemps marginalisées et à reconnaître que la souveraineté, lorsqu'elle est exercée, devient un facteur d'équilibre autant que de tension. L'enjeu pour chacun n'est pas de prendre parti, mais de comprendre.
Observer cette transformation, c'est accepter que le monde se recompose par des gestes parfois discrets, mais aux effets durables. La lucidité devient alors une forme minimale de participation à ce nouvel ordre en construction. Pour que la souveraineté énergétique devienne un socle durable plutôt qu'un moment politique, une trajectoire structurée s'impose. Elle ne repose pas sur une décision unique, mais sur une série d'étapes coordonnées, chacune mesurable et ajustable dans le temps. La première étape concerne les infrastructures locales. Les États du Sahel doivent investir dans des capacités de gestion, de transformation et de distribution afin de réduire la dépendance aux circuits extérieurs. L'objectif n'est pas l'autosuffisance immédiate, mais la maîtrise progressive des maillons critiques. Les indicateurs sont concrets: capacité installée, fiabilité des réseaux, réduction des importations énergétiques. La deuxième étape porte sur la coopération régionale, en mutualisant certaines infrastructures et en harmonisant les cadres réglementaires. Les pays du Sahel renforcent leur poids collectif. Cette coordination transforme des décisions nationales en levier régional. Elle permet aussi de limiter les asymétries internes et d'éviter que la souveraineté d'un État ne fragilise celle d'un autre. La troisième étape concerne les partenariats internationaux. Diversifier ne signifie pas substituer une dépendance à une autre, mais négocier des accords plus équilibrés incluant transfert de compétences et clauses de gouvernance. Dans ce cadre, la pluralité des partenaires devient un outil de stabilité plutôt qu'un facteur de dispersion. Enfin, la quatrième étape touche à la gouvernance et à la transparence. Sans mécanisme de contrôle crédible, la souveraineté perd sa légitimité interne. Audit public, indicateurs de redistribution et suivi institutionnel constituent des garde-fous indispensables. Dans cette feuille de route, Ibrahim Traoré défend une approche graduelle et cumulative. Chaque étape consolide la précédente, créant une dynamique où la souveraineté se mesure moins par les discours que par la capacité à tenir des engagements dans le temps. La question devient alors stratégique. Cette trajectoire peut-elle être maintenue assez longtemps pour transformer l'essai initial en nouvel équilibre régional? Un écho se forme avec les premiers instants de cette séquence, lorsque la nationalisation paraissait n'être qu'un acte technique parmi d'autres. Ce rappel n'est pas anodin. Il souligne le chemin parcouru entre un geste administratif précis et une reconfiguration plus large des rapports de force. Le fil conducteur demeure le même. La souveraineté n'apparaît jamais d'un coup. Elle se construit par une accumulation de décisions cohérentes. Dans cette trajectoire, certaines figures servent de point d'ancrage. Ibrahim Traoré n'incarne pas un basculement isolé, mais une continuité stratégique. Son rôle tient moins dans des annonces spectaculaires que dans la capacité à inscrire chaque choix dans une vision plus longue. Le Burkina Faso devient ainsi un prolongement naturel d'un mouvement régional amorcé ailleurs mais assumé collectivement. Le motif initial, deux chiffres capables de fissurer un ordre établi, revient alors avec plus de netteté. Ces données ne sont plus seulement des indicateurs économiques, elles deviennent des repères narratifs. Elles rappellent que le pouvoir se manifeste souvent là où on ne l'attend pas, et que des marges longtemps considérées comme périphériques peuvent devenir centrales. L'émotion qui se dégage n'est pas celle d'un triomphe immédiat, mais d'une affirmation patiente. Une région longtemps assignée à un rôle subalterne commence à écrire ses propres lignes. Alors, le message est sobre mais persistant. Reprendre le contrôle transforme la perception autant que la réalité. Ce constat ne clôt pas l'histoire. Il en marque une étape décisive où la dignité politique rejoint enfin la capacité d'agir. La transformation engagée par le Niger et prolongée par le Burkina Faso ne se résume ni à un affrontement idéologique ni à une victoire symbolique.
Elle ouvre un espace de réflexion plus large sur la manière dont les rapports internationaux se recomposent lorsque des États décident de reprendre la maîtrise de leurs choix. Ce mouvement n'impose pas une lecture unique. Il invite au contraire à interroger des certitudes longtemps admises, parfois sans débat réel. Pour les sociétés extérieures au Sahel, cette séquence agit comme un miroir. Elle questionne la façon dont l'énergie, les ressources et la souveraineté ont été pensées jusqu'ici. Elle rappelle que les équilibres mondiaux reposent sur des décisions politiques réversibles par nature et que les dépendances ne sont jamais neutres. Comprendre cette dynamique, c'est accepter que le monde ne fonctionne plus selon des schémas figés. Dans ce cadre, la figure d'Ibrahim Traoré s'inscrit moins comme un symbole que comme un point de discussion. Son positionnement soulève des interrogations légitimes sur les conditions d'une souveraineté durable, sur ses risques comme sur ses promesses. Ces questions n'appellent pas des réponses définitives, mais un échange informé et nuancé. La conversation reste donc ouverte. Comment interpréter cette recomposition silencieuse? Jusqu'où peut aller une décision souveraine dans un système interdépendant? Vos analyses, vos doutes ou vos points de vue enrichissent ce dialogue. Partager une réflexion, poser une question ou confronter des lectures différentes participe à comprendre un monde qui se redessine, souvent loin des projecteurs, mais jamais sans conséquence.